Les détectives de la police sont autorisés à utiliser une grande variété de jeux psychologiques pour convaincre les suspects de leur dire tout ce qu'ils savent, et ces techniques avancées sont conçues pour obtenir tous les détails jusqu'à ce que chaque dernier souvenir ait été complètement épuisé. La plupart des aveux de cette liste n'ont été obtenus qu'après des heures d'interrogatoire intenses, bien que certains aient été prêts à se rappeler pleinement toutes leurs fautes, comme s'il s'agissait de souvenirs agréables. Dix, Daniel Wozniak, est fauché et a besoin d'argent pour son mariage, alors il imagine une solution improbable, tordue, sadique et carrément bizarre. Il demande à son ami Sam de l'aider à déplacer quelques cartons chez lui et, à la place, lui ôte la vie. Daniel raconte cela à la police lors de son arrestation peu après. Crazy and I did it. You did what? I told him that I needed to move some stuff from the theater. I said you need to bend down and help me lift this thing up. And when he bent down, I grabbed the gun. And your motive behind killing Sam was? Money and insanity. Money and insanity. Okay. Le plan était de prendre la carte bancaire de Sam et de vider toutes ses économies pour payer le mariage de Daniel. Daniel abandonne son ami dans un parc voisin. Il va chez Sam, utilise son téléphone pour inviter Julie, la petite amie de Sam, à venir. Lorsque Julie arrive, elle trouve Daniel qui l'attend dehors à la place de son petit ami. Daniel dit qu'il a quelque chose d'important à lui montrer et les fait entrer avec la clé de Sam. Went back out into the hallway and then said, "Oh, by the way, did you see this in Sam's bed?" I said, "Read, lean over, look at it right there." When she was leaned over, I put 2 bullets. Les clés. Daniel était manifestement hors de lui à ce moment-là, mais voici ce qu'il pensait. Il espérait que la police conclurait à tort que Sam avait mis fin à la vie de Julie, puis avait pris la fuite. La supercherie n'a pas fonctionné comme prévu, et il a rapidement été placé en garde à vue. I reached a point to where I couldn't even believe that I was doing this. Jérémy Cancel avait 24 ans et était sans abri lorsqu'il a vu un étudiant de l'université Pass nommé Kevin Prevea rentrer chez lui après être sorti d'un bar un matin. Kevin a demandé à Jérémy de lui vendre quelque chose, puis Jérémy a accepté de monter à l'appartement où ils ont regardé Saw ensemble. Lorsque l'étudiant s'est évanoui un peu plus tard, Jérémy a commencé à piller toutes ses affaires. Puis il a soudainement eu une autre idée. I grabbed a plastic bag and I put it in his mouth, and I held his nose with a pillow over his face, with my knee on him, and finished strangulating him. Selon Jérémy, l'ennui était sa principale motivation pour agir ainsi. Il n'a montré absolument aucun remords tout au long de son procès, et il aurait même ri en réaction à la peine imposée par le tribunal de 25 ans à perpétuité. 8. Linda Stein était une New-Yorkaise extrêmement riche qui avait autrefois co-géré un célèbre groupe punk appelé les Ramones il y a des décennies. Elle a finalement changé de carrière, passant de l'industrie musicale à l'immobilier et a engagé une personne nommée Natavia Lowry comme assistante personnelle. Mais lorsque Natavia a pris environ 30 000 $ à sa patronne, Linda l'a confrontée en personne et c'est à ce moment-là que les choses ont complètement dégénéré. Natavia a saisi une canne lourde à Linda au milieu de la dispute et, selon ses propres mots, une fois que I took it and it's like, I just hit her with it. Where about her body? Like, right here. And I did it, like, a couple more times. Bien qu'elle puisse sembler pleine de remords maintenant, Natavia était tellement en colère qu'elle ne se souvient plus combien de fois elle a utilisé la canne avant de retrouver son calme. Quand tout cela fut terminé, la riche mondaine était au sol et ne bougeait plus. Natavia a été condamnée à un minimum de 32 ans pour ses actes. Seth Alonso Perez est soupçonné d'avoir ôté la vie à un autre homme et se retrouve maintenant dans une salle d'interrogatoire étouffante du département de police du nord de Vegas. Il regarde nerveusement autour de lui pendant un moment puis décide de faire un dernier effort pour s'échapper. Réagissant rapidement, Alonso utilise tout son poids corporel contre les menottes et parvient à s'en libérer. Il reste assis longtemps et essaie de faire croire qu'il est toujours menotté. Je pense que son plan initial était de sauter sur la prochaine personne qui entrerait, mais ensuite il regarde le plafond et a une meilleure idée. Alonso se lève et enlève facilement la dalle carrée de plaque au plâtre.
Il arrache de l'isolant puis avance à travers les chevrons. Incroyablement, il a réussi à descendre du plafond dans un couloir vide et sort discrètement par la porte de derrière. Les autorités ont pu le reprendre 4 jours plus tard et elles cherchent maintenant à obtenir la peine capitale. Lorsqu'un homme de Floride nommé Chickinson Sinclair découvre un message texte du petit ami de sa femme sur son téléphone. Les deux se lancent dans une violente dispute et Chickinson finit par faire l'impensable. Il appelle la police 1 heure plus tard et leur explique exactement ce qu'il a fait à sa femme qui se trouve dans la chambre. A murder has been committed? Le plus inquiétant est le ton égal dans la voix de Chickinson. Il n'y a pratiquement aucune émotion lorsqu'il fait sa confession. Selon le récit de Chickinson, sa femme est devenue agressive et il a fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Il a été reconnu coupable de ses actes 1 an plus tard et son procès a commencé en février 2017. Je n'ai rien trouvé au-delà de cela, donc peut-être que la sentence finale est encore débattue au tribunal. Numéro 5. John Paul Seliski, âgé de 25 ans, était en colère contre le monde lorsqu'il a décidé, un jour à Fort Smith, dans l'Arkansas, de prendre au hasard la vie d'un jogger innocent. Lorsque la police demande des détails, John décrit la réaction initiale du jogger après ce qui Les motivations de John paraissent inconstantes durant l'interrogatoire policier. Il semble en colère par moments, mais il paraît ensuite triste et parle de toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Pendant cette partie de l'interrogatoire, il semble penser que mettre fin à la vie d'une personne est utile à cause de la misère du monde. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 2008, un enfant de 8 ans nommé Christian Romero a été accusé d'avoir ôté la vie à son père et à un autre homme dans leur appartement en Arizona. And after I shot him the one time, he was still moving. So I think I shot him again. Dans l'État de l'Arizona, toute personne âgée de 8 ans ou plus peut être légalement accusée d'une infraction, donc, croyez-le ou non, il y a eu un interrogatoire. La police a obtenu des aveux de Christian, qui a reconnu avoir tiré sur les 2 adultes, bien que son témoignage reste controversé vu son jeune âge. Certaines personnes affirment que l'enfant de 8 ans ne comprenait pas l'interrogatoire et s'est simplement senti obligé de dire ce que la police voulait entendre. Christian a été condamné à séjourner dans un foyer où il est resté jusqu'à l'âge de 15 ans, moment où il a été placé dans une famille d'accueil et autorisé à fréquenter l'école publique. Je n'ai pas pu trouver d'autres informations sur les raisons exactes de son geste, donc si quelqu'un connaît plus de détails sur cette affaire mystérieuse, merci de me faire savoir ce qui a poussé Christian Romero à commettre un acte aussi odieux ce jour-là. 3. Elizabeth Vetlofer était une infirmière hospitalière qui s'occupait parfois de patients âgés à domicile. Maintenant, elle parle avec un détective de la police après avoir fait ce que les voix lui disaient de faire. In my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter in my head. Elisabeth continue d'expliquer qu'elle entendait une voix, non pas dans sa tête, mais quelque part au fond de son ventre. Cette voix l'encourageait à administrer une surdose d'insuline à ses patients. Quand elle obéissait à la voix, celle-ci hurlait de rire et remontait de son ventre jusqu'à sa poitrine pendant un moment avant de redescendre et de demander encore plus. Elle a dit qu'elle n'aimait pas personnellement administrer trop d'insuline à ses patients. Elle n'aimait pas les voir trembler et gémir toute la nuit jusqu'à ce qu'ils meurent en serrant leurs draps, même si elle admet parfois qu'elle les observait avec une certaine curiosité. Mais ce n'était apparemment pas le choix d'Elisabeth. Dieu la guidait à faire cela et elle ne remettait pas en question son plan divin au début. Cependant, elle a fini par penser que le diable la trompait peut-être pour lui faire croire cela. Elle accomplissait l'œuvre de Dieu et cette pensée l'inquiétait profondément. Because part of me had started to believe that it was the devil, and part of me thought it might be God with a purpose through my life. Bien sûr, l'hôpital ne savait rien de tout cela, car elle paraissait relativement normale de l'extérieur.
En réalité, l'hôpital projetait son transfert en pédiatrie pour gérer les pompes à insuline des jeunes patients. Elle a rapidement démissionné lorsqu'elle a appris ce changement car elle savait qu'elle perdrait le contrôle et ferait probablement quelque chose à un petit enfant. Même dans son état délirant, Elizabeth savait qu'elle ne pouvait pas suivre des instructions pour faire ça à un petit enfant, de qui que ce soit, même de Dieu. Elle avait prévu de fuir le pays, mais elle a décidé de se faire interner en psychiatrie à la place. Elle a passé 3 semaines en observation et a dit suffisamment de choses à son psychiatre attitré pendant cette période pour susciter l'inquiétude. L'unité psychiatrique a alerté les autorités qui l'ont interrogée. Elle a ensuite décrit en détail comment elle a mis fin à la vie de 8 patients et tenté de faire de même avec beaucoup d'autres. En 2017, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. And how did you murder him? With a gun. I shot him in the head twice. Okay. 3 shots were fired, 1 missed. Jared Murray était un étudiant à l'université East Central à Ada, Oklahoma, et tout le monde pouvait dire qu'il était un peu étrange. Un jour, il a demandé à un autre étudiant de l'emmener à Walmart en échange de $20. L'étudiant a accepté avec joie et Jared est monté à bord. En chemin, Jared a sorti une petite arme à feu et a commencé à jouer avec. Il a dit à son chauffeur d'aller dans la ville voisine d'Asher au lieu de Walmart. Why did all of a sudden did you decide that you needed to go to Asher? Because I was planning to take him out into the country and kill him. Pendant le long trajet, Jared a discuté avec son compagnon de la vie en général et de nombreux autres sujets philosophiques. Il semblait prendre plaisir à jouer avec l'esprit du jeune homme tout du long. À un moment donné, Jared a déchargé son arme à feu et a remis à la fois l'arme et le chargeur au conducteur pour le mettre à l'aise. Un peu plus tard, Jared a sorti une deuxième arme à feu de sa poche. Il l'a rapidement chargée et a appuyé 3 fois sur la détente. Il est sorti de la voiture qui avançait lentement et l'a laissé s'arrêter contre un arbre. Il a vérifié sa proie. I heard him gurgling. I'm not sure if that was a physiological or physical process after death, but I thought that he might have still lived through that somehow because he was gurgling, so I shot him again and then shoved him down in the ditch. Lors de l'entretien, le shérif tente à plusieurs reprises de comprendre les motivations de Jared. Il a appris que Jared n'avait absolument aucune rancune envers cette personne et qu'il l'a seulement choisi après avoir joué à des jeux vidéo ensemble 2 semaines auparavant. Le shérif cherche un semblant d'humanité chez Jared, mais à chaque fois, il n'en trouve aucune. Il a été déclaré non coupable pour cause de folie et il est maintenant interné. Avant d'arriver au numéro 1, je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram à DylanIsChillinWhiteTay et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Je fais actuellement un super sondage sur mon Instagram. Si vous croyez que les fantômes existent, alors allez sur ma photo la plus récente et appuyez sur le bouton j'aime. Si vous n'y croyez pas, écrivez-moi en privé pour m'expliquer pourquoi. Une fois terminé, revenez sur cette vidéo pour découvrir l'entrée numéro 1. Suivez-moi aussi sur Twitter, à @itchills, car c'est là que je publie les mises à jour des vidéos. C'est un fait prouvé que la générosité rend plus heureux, donc si vous êtes assez généreux pour cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche à côté, alors merci. De cette façon, vous serez averti des nouvelles vidéos que je publie chaque jeudi et dimanche. Le 16 avril 2007, Seung-Hui Cho a commis un carnage à Virginia Tech qui a coûté la vie à 32 étudiants. D'abord, il est entré dans le bâtiment West Ambler Johnston vers 7 heures du matin et a rapidement ôté la vie à 2 étudiants. Alors que les services d'urgence et la police arrivaient, l'étudiant dérangé s'est éclipsé et a changé de vêtements. Il s'est ensuite rendu au bureau de poste local et a envoyé un colis à NBC News. Voici la vidéo qu'il a envoyée peu de temps avant de retourner sur le campus et de mettre fin à la vie de plus de 2 douzaines d'autres étudiants innocents plus tard dans la journée. You had 100 billion chances in ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. I did it for them. I did it to make you stop what you did to me, the future generations of the weak and the...
Comme vous pouvez le voir, sa meilleure tentative d'explication logique se manifeste sous la forme d'une étrange diatribe semi-religieuse que personne ne peut vraiment comprendre. Malgré une caméra braquée sur son visage, il ne parvient pas à expliquer clairement ses motivations, bien qu'il semble vouloir désespérément être compris du public. Les caméras embarquées sont principalement utilisées pour protéger les conducteurs devant les tribunaux, mais de temps en temps, elles enregistrent des choses qui semblent frôler le domaine de l'impossible. Beaucoup de personnes figurant sur cette liste ont des histoires tellement incroyables qu'elles ne seraient jamais crues sans une forme de preuve vidéo,